Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le studio vidéo du groupe Nice Matin pour ce premier numéro de Territoire Immo, une émission entièrement dédiée à l'immobilier azuréen. L'émission est diffusée en partenariat avec la Fédération nationale des agents immobiliers de la Côte d'Azur et va se dérouler en 3 temps. D'abord sur le plateau avec nos invités pour discuter du coût de l'immobilier sur le département. Ensuite, nous partirons faire un petit focus en images sur Cannes avec l'agence immobilière Orpi. Et ensuite, nous reviendrons sur le plateau pour un petit jeu de questions-réponses avec nos invités. Découvrons ensemble nos invités pour discuter du prix de l'immobilier sur le territoire azuréen. Sans surprise, c'est cher, c'est rare. Et quand enfin on trouve, démarre le marathon du financement. Avec moi sur ce plateau pour expliquer que ce que je viens de dire est vrai, mais surtout pour chercher des solutions et s'en sortir un peu. William Sixic, coprésident de la Fédération nationale des agents immobiliers de la Côte d'Azur. On va dire FNAIM Côte d'Azur, ça ira plus vite. Bonjour. Bonjour, ravi d'être avec vous. Merci. Jean-Marc Casalati, directeur prescription immobilière pour la Caisse d'épargne Côte d'Azur à Nice. Bonjour Agnès, merci de votre invitation. Avec plaisir. Et Thomas Laubry, notaire à l'étude de Poulpiquet, notaire associé à l'étude de Poulpiquet à Nice. Bonjour. Bonjour. Je le disais en préambule, acheter un bien sur la Côte d'Azur, c'est un sacré budget, avec des prix au mètre carré toujours plus élevés, parmi les plus élevés de France. Et on va commencer avec vous, William Sixic, pour faire, si vous le voulez bien, un petit état des lieux du marché immobilier sur la Côte d'Azur. Et on a un marché on a un cycle, un marché qui a commencé, un cycle qui a commencé en 2014 où on était à 18 000 ventes, jusqu'en 2021-2022 on est passé à 30 000 puis 31 000 ventes, donc 18 000, 31 000 ventes par an, des prix qui ont augmenté progressivement, des micro-marchés, un stop and go qu'on a connu avec la période Covid. Juste avant Covid, on était à 28 000 et quelques ventes. Période Covid, ça s'arrête parce qu'on ne peut pas visiter, et puis c'est reparti. Le ralentissement s'est fait sur la période de 2023-2024, où on a eu un premier ralentissement, on est passé à 25 000 et quelques ventes, 500 ventes, puis 23 000 ventes l'année dernière, qui avait été due, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est avant tout une crise structurelle, oui. Une crise multifactorielle, une tension sur l'offre, une demande forte, des micro-marchés, un dispositif ZAN, zéro artificialisation nette, pas vraiment adapté dans notre région, avec une tension géographique, une tension démographique, qui font que c'est de plus en plus difficile de se loger, des normes drastiques, il y a une tension sur le marché locatif, parce que pour moi tout ça, tout est lié. C'est dû au problème locatif. Vous savez, quand des personnes ne peuvent pas quitter leur logement social pour arriver dans le parc privé et que des personnes du parc privé qui comptaient acheter, finalement, ne peuvent pas, parce que la particularité de notre région, c'est que même quand les taux ont augmenté, même quand les volumes ont baissé, quand on est passé de 31 000 ventes à 23 000, les prix n'ont pas baissé. Ils sont restés assez stables. Alors, il y a beaucoup de micro-marchés, il y a une disparité dans les secteurs. Il faut comparer ce qui est comparable. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir la typologie des acheteurs. 12% de clientèle étrangère. En gros, 70% qui achètent soit de la même commune, soit du même département. 7% qui viennent d'Île-de-France, 7% d'autres régions et 4% d'un autre département. Donc, je dirais que la demande, elle est aussi faite. Il faut saluer aussi des maires qui ont entrepris une rénovation urbaine de qualité. Quand on voit la Libération, quand on voit à Nice, quand on voit à Saint-Jean-d'Angély. On a une ville très attractive qui fait qu'on a beaucoup de personnes. Les travaux qui ont été faits à Saint-Jean-d'Angély. D'ailleurs, il y a une réflexion à avoir. On verra après sur les solutions, mais il y a des réflexions à avoir sur une urbanisation de qualité. Donc, on a quand même du mal à loger nos actifs parce que vous disiez une clientèle étrangère. Primo-accédants aujourd'hui qui sont quand même écartés du marché. C'est compliqué pour eux, que ce soit pour louer ou pour acheter. Ils sont écartés du marché. Voilà, mais c'est vrai que les signaux. Vous avez quelle proportion chez vous au niveau de primo-accédants investisseurs au niveau de l'acquisition ? C'est objectivement, aujourd'hui, on est plus sur des personnes qui ont de l'apport, qui ont un apport important. C'est la typologie
des catégories que je vous donnais précédemment, non, c'est compliqué. Parce que la plupart des personnes qui achètent aujourd'hui, c'est des personnes qui ont un bien et qui revendent ce bien et qui peuvent prétendre à acquérir un bien. Et ceux qui veulent partir à la location, aujourd'hui, on a très peu de congés dans nos agences, oui. Très peu de congés parce qui nous sont donnés. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir autre chose. Et les propriétaires bailleurs, les signaux qui sont envoyés pour des propriétaires bailleurs ou des investisseurs éventuels, quand ils entendent un coup un permis de louer, un coup un encadrement des loyers, quand on oppose location saisonnière à location longue durée par rapport à un déséquilibre fiscal, il faut redonner confiance à l'investissement locatif et aux bailleurs. On a un dispositif qui s'enraye avec une offre qui reste très chère. Est-ce que vous confirmez, par exemple, dans votre étude, Maître Lobry, est-ce que vous confirmez qu'on a moins de primo-accédants, plus d'investisseurs ? Sur les primo-accédants, c'est peut-être... ça dépendra, on va dire, du tissu familial. Bon, je vous rejoins, après le Covid, on avait énormément de transactions et Nice fait figure d'exception depuis cette période. Au niveau France, même avec Paris, tous les chiffres sont en baisse, moins 7%, Bordeaux, Lyon, Lille. À Nice, c'est une stabilité à la hausse qui se maintient, qu'on voit et qu'on confirme. Sur les primo-accédants, d'une manière générale, l'âge du premier achat, il a tendance à augmenter, mais il a surtout tendance à augmenter quand le tissu familial n'est pas aidant. Et moi, ce que je constate, c'est que de plus en plus, on a aussi des primo-accédants, mais on a surtout beaucoup d'aides familiales. Donc là, on a bien sûr tout notre rôle à jouer, puisqu'il y a des précautions à prendre. On est sur des stratégies patrimoniales, des stratégies financières, avant tout des stratégies familiales, dans lesquelles le notaire a son rôle d'équilibre entre les enfants vis-à-vis des parents, pour, je dirais, la pérennité, la bonne marche des choses. Oui, il faut venir vous voir au plus tôt pour essayer d'organiser un petit peu la succession, le patrimoine, et voir comment le patrimoine d'aujourd'hui, de nos anciens, de nos aînés, peut accompagner un achat qui est très cher aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Il faut toujours venir voir son notaire régulièrement et le plus tôt possible. L'appui de l'immobilier, c'est une forte valeur ajoutée financière. Donc naturellement, c'est le premier vecteur. Ça n'est pas que ça. Et aujourd'hui, les familles changent, elles sont souvent recomposées. Et je suis toujours surpris de voir à quel point le grand public, on va l'appeler comme ça, ignore certaines règles basiques. On n'a pas les mêmes droits quand on est marié en termes de succession, quand les enfants ne sont pas communs, par exemple. Voyez. Quand on n'est pas marié, eh ben, cette liberté-là, on peut la payer fiscalement assez cher. Donc il y a encore une fois une stratégie, au moins une information à avoir pour éviter des mauvaises surprises qui s'ouvrent parfois tardivement lors de la succession, qui peuvent provoquer des déséquilibres qui n'étaient pas voulus par les parents. Donc oui, il faut venir nous voir au plus tôt dans les biens immobiliers ou d'une manière générale. Et au niveau tarif, au niveau coût de l'immobilier, vous avez l'impression que... En fait, il y a quand même une grande disparité. D'une manière générale, sur le territoire, on reste sur des prix élevés. Naturellement, vous allez avoir des quartiers qui sont plus dynamiques que d'autres. L'emplacement se paye particulièrement cher par ici. C'est aussi une sécurité, puisqu'on le constate à la revente. Ça permet aussi d'avoir une plus-value. Oui, il n'y a pas de baisse de prix. Non, ou alors ce sera sur des situations très spécifiques. Non, il n'y a pas globalement de baisse de prix, bien au contraire. Et puis tout dépend, je me permets, mais pour appuyer vos propos, tout dépend des secteurs. On parle de Nice-Ouest. Regardez où est implanté, je prends le secteur Méridia ou le Nice Méridia, le secteur où il y a le stade. Oui. C'est une nouvelle ville qui s'est implantée. Bravo, puisque ça permet effectivement à une nouvelle population... autour du tramway, autour de transport quand même. Ça a exactement, été, de s'intégrer. Et c'est vrai qu'on a des prix, vous n'êtes pas au même prix que sur la Lanterne, que sur Sainte-Marguerite, je parle au Niçois, ou que sur Fabron. Donc effectivement, cette disparité permet aussi de loger tout le monde. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que même sur ces prix-là, des fois, c'est un peu plus facile. Les prix vont baisser un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a un fort recours au prêt. Et effectivement... Après, il y a une grosse offre qui a été mise sur le marché. Oui, mais quand on regarde aujourd'hui la tension avec notamment l'arrêt du dispositif Pinel, si vous prenez le dispositif Pinel, qui nous a permis de loger beaucoup de personnes aussi là-bas, puisque le neuf... d'hier est devenu l'ancien d'aujourd'hui et nous permet aussi d'avoir une rotation du parc locatif. On va revenir sur le neuf après. Je voulais faire réagir le banquier de l'étape. Bien volontiers. Savoir au niveau aujourd'hui, les dossiers que vous recevez, est-ce que c'est davantage des primo-accédants, enfin des personnes qui achètent pour en résidence principale ou pas ? Est-ce que vous proposez pour booster un petit peu ce marché de l'actif qui aimerait se loger ? Alors, on a aujourd'hui globalement un dossier sur deux qui concerne des primo-accédants.
en ce qui nous concerne. Donc c'est plutôt positif. Alors d'abord parce qu'il y a des dispositifs nationaux qui existent avec l'éco-PTZ, le PTZ, dont ils peuvent en bénéficier. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, bien évidemment, on s'est dit que ce n'était pas obligatoirement suffisant pour leur permettre d'acheter. Donc, on a mis en place différents dispositifs qui viennent en plus se rajouter à l'existant. Je pense en l'occurrence au PTZ Jeune que nous avons mis en place, qui est un complément jusqu'à 20 000 € qui peut permettre justement à ces personnes de pouvoir acquérir avec encore un prêt à taux zéro, jusqu'à 10% du montant du financement. Et puis, on a mis en place également des dispositifs un petit peu différents. Alors un petit peu innovants aussi, qui permettent dans le cadre de crédits complémentaires d'avoir soit des crédits ce qu'on appelle évolutifs, c'est-à-dire que vous commencez avec un montant d'échéance qui est plus bas que ce qu'elle devait être au départ et qui va prendre 1% par an toutes les années, donc qui va vous permettre initialement de baisser un petit peu votre échéance et de garder un pouvoir d'achat qui est effectivement un petit peu aujourd'hui compliqué à conserver et qui peut suivre bien évidemment la carrière. Et puis enfin, on a mis encore en place un dispositif de crédit avec des différés d'amortissement, ce qui n'est pas inintéressant pour des gens, puisque vous pouvez avoir entre 10 et 20% du montant du crédit qui est différé après 10 ans. C'est-à-dire que là aussi, on va suivre l'évolution professionnelle des gens. Et on va faire en sorte d'acheter aujourd'hui et qu'ils puissent payer un peu plus tard avec une évolution bien évidemment de leur parcours professionnel et donc de leur salaire. Donc tous ces dispositifs mis bout à bout fait qu'on arrive quand même aujourd'hui à avoir un dossier sur deux sur du primo-accédant. Alors après, le primo-accédant ne veut pas dire jeune. Faut pas se tromper. Non, j'ai pas donné d'âge. Voilà, un primo-accédant aujourd'hui, nous on considère, parce que ces dispositifs sont mis en place pour des personnes de moins de 36 ans, donc on considère que le primo-accédant, celui qui va le plus acheter, il a entre 30 et 35 ans aujourd'hui. On n'est plus sur des personnes qui ont 20 ou 25 ans, on est plutôt sur cette tranche d'âge-là. Mais on peut très bien être primo-accédant à 50 ans aussi. Alors on ne bénéficiera pas de tous les dispositifs, mais en tout cas on peut l'être aussi. Mais il est vrai que, et vous en parliez maître, l'apport aujourd'hui est quelque chose d'important. Oui. Et dans vos dossiers, oui, l'apport personnel conséquent nous, on arrive à faire des financements, voire du surfinancement sur beaucoup de dossiers. On est un des rares établissements aujourd'hui qui faisons des surfinancements, c'est qu'on paye les frais de notaire, tout simplement, aussi à nos clients, ce qui vient les aider, c'est quelque chose de... Oui, c'est pas le cas dans tous les établissements. Non, c'est pas le cas dans tous les établissements. Donc ça, c'est un point plutôt très positif. Mais on constate globalement qu'on retrouve ce qu'on a connu dans les années 90-2000, où beaucoup d'acquéreurs faisaient appel un petit peu à l'aide familiale. Papa, maman et voir tonton si jamais il avait la possibilité de les aider un petit peu, et ça vient leur donner l'apport. Après, il y a un point qui est important. Dans les années 2000, on faisait des crédits de 15 ans, rarement 20 ans. Oui. Aujourd'hui, tous les prêts sont sur des durées au moins de 25 ans. Un peu plus allongées. On vit plus vieux aussi. Alors, on vit plus vieux, mais en même temps, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que la durée moyenne d'un crédit aujourd'hui, c'est 8 ans. C'est-à-dire que les gens conservent réellement un crédit 8 années. Donc, un crédit immobilier ? Un crédit immobilier, c'est 8 ans en moyenne. Ah oui. Vous partez sur une durée de 25 ans. Ben non, c'est 8 ans. Ce qui veut dire que quand on vous calcule le coût global d'un crédit, c'est vrai que c'est toujours très impressionnant si on va jusqu'au terme, mais en réalité, vous savez très bien que les choses de la vie, on parlait tout à l'heure, vous avez un enfant en plus, vous voulez changer de lieu de résidence pour des raisons professionnelles, pour malheureusement aussi des situations familiales, vous l'évoquiez tout à l'heure avec des divorces ou quoi que ce soit, la vie fait que c'est 8 ans en moyenne. Donc n'ayez pas peur de prendre des crédits sur du long terme. De toute façon, la vie fait en sorte que voilà. Et ça, c'est un risque que vous connaissez, que vous prenez, que vous connaissez. Oui. Est-ce que vous travaillez les uns avec les autres si vous avez des clients avec des gros patrimoines, leur les conseillez d'aller voir vers un notaire pour justement essayer de travailler sur les... Alors il y a des crédits comme le prêt viager hypothécaire où on fait appel au notaire, puisque c'est quelque chose qui nécessite un conseil très particulier. Donc on peut effectivement vendre à des clients certaines typologies de prêts, mais après on demande qu'ils se tournent auprès de leur notaire avec la famille pour prendre une décision collégiale en l'occurrence sur cette proposition. D'une manière générale, on travaille de plus en plus en interprofessionnalité et tous ensemble pour adapter les meilleures situations. Les dossiers de prêt sont aussi plus longs, les banques sont plus vigilantes, le risque doit être limité, donc forcément, on a besoin, je dirais, d'avoir un package global qui soit solide, qu'on le présente à la banque, qu'on le présente au notaire, à l'agent immobilier. Aujourd'hui, il y a un besoin d'être bon et professionnel et d'échanger les meilleures pratiques possibles. Parce que tout le monde en a bien besoin. Clairement, en amont, on travaille avec les notaires. Oui. Bien sûr. Oui. Quand on prend qui vont parler d'estimation, je préfère parler de projet de vie. Quand on parle d'un projet de vie avec une personne, là j'étais avec Laurent Libouban hier sur un projet de viager
pour des clients. Parce que c'est qui est notaire à Nice, parce qu'on a juste élu président de la Chambre des notaires, ça nous permet de lui faire un petit clin d'œil, mais c'est une réalité, en dehors du petit clin d'œil. Oui, donc on peut proposer des bien solutions. Sûr, parce que l'idée c'est d'avoir le meilleur conseil possible, et plus on le prend tôt, le conseil, mieux la vente va se réaliser, parce que on prend tous les partis, les enfants, on met tout le monde au milieu, ça permet d'avoir une estimation juste et de lever tous les freins que l'on pourrait découvrir lors d'une vente. Ça, c'est aussi, on va dire, tout ce qui est caché des professionnels, mais on a besoin. Pareil pour les banques. On a besoin d'un certificat, par exemple, de faisabilité. Quand je travaille avec des courtiers comme la CAFPI, ou quand j'appelle la caisse d'épargne, pour rassurer aussi et pour être sûr que la vente va bien aller au bout et pas signer un compromis de vente à la va-vite en se disant que au bonheur la chance, j'espère que ça va passer. Vous avez quand même à côté des vendeurs qui comptent sur vous et qui comptent sur le fait que la réalisation va bien se passer. Donc autant aussi avoir fait cette découverte client et pour aussi ne pas décevoir nos clients acheteurs. C'est très important. On a quand même beaucoup de verrous mis en place pour que toute l'opération se passe bien et qu'on arrive tous à... Quand on est entre professionnels, ça se passe bien. Accéder à la propriété. Il n'empêche, on a aujourd'hui sur la Côte d'Azur, un peu plus qu'ailleurs, un problème pour loger nos actifs. Et vous me disiez, quand on a préparé cette émission, qu'on a un gouvernement anti-logement qui ne prend pas la mesure, ou à minima que le logement est une variable d'ajustement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rebooster un peu la machine et faire en sorte que on ne galère pas à recruter quand on est une entreprise sur la Côte d'Azur? Je dirais que, quand je dis anti-logement, c'est pas anti-logement, c'est qu'on n'a pas de politique de logement à long terme. Le logement, ça doit être une politique assise sur du long terme, parce que en face de nous, on a des propriétaires, on a des investisseurs qui se posent la question, des bailleurs aussi. Donc les solutions, il y en a. Hein. C'est une solution qu'on pousse depuis des années, c'est le statut fiscal du bailleur privé. Oui. Donc, et vous essayez de mettre en place justement quelque chose. Aujourd'hui, Valérie Liétard, on a une ministre du logement qui est très bien. On a beaucoup de chance d'avoir pu la conserver. Elle œuvre dans ce sens. Hein, c'est ce qui permettrait d'avoir, puisque on risque de partir sans rentrer dans les détails, mais sur de l'amortissement. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une rentabilité, il faut avoir une déduction fiscale sur les revenus fonciers. Il faut un petit peu allécher l'investisseur. Oui, parce que fiscalement, il y a un déséquilibre entre effectivement de la location courte durée et de la location longue durée, ce qui fait que c'est problématique dans des villes sous tension notamment pour loger nos actifs. Le préfet qui vient de partir, M. Moutou, réfléchissait même à un moment donné à mettre en place une plateforme pour loger les fonctionnaires. Donc, mais ça existait, fut un temps. Mais on l'a fait. Il y a une vraie problématique, un manque de logement, un manque de construction. Donc, effectivement, un statut fiscal du bailleur privé, un rééquilibrage des rapports locataires-propriétaires. Je parle de dégradation, impayés, expulsion. Il ne faut pas essayer d'opposer les catégories. On a tous été à un moment donné, et on peut tous l'être à nouveau, locataires, propriétaires, et il faut fluidifier le parcours. Aujourd'hui, on n'a plus de parcours résidentiel, mais même pour nos enfants, même pour les plus jeunes. Enfin, on était locataire, on devenait propriétaire, on avait 22 pièces, on le revendait. La logique doit revenir sur ce parcours résidentiel. On avait des choses, on a eu une loi climat et résilience qui a été prise un peu en dépit du bon sens, qui a été plus punitive qu'incitative. On voit les problématiques que nos clients par rapport au diagnostic énergétique les copropriétaires. Ma prime rénov a baissé. Oui. Il y a des difficultés avec l'ANA. Oui, il y a moins de dispositifs pour rendre le logement décent et aux normes, tout simplement. Ces logements n'étaient pas concernés, par exemple, sur des locations saisonnières. Vous n'étiez pas obligé vous n'êtes pas obligé au niveau de la loi climat d'être dans la bonne catégorie, donc d'éviter d'être EFG. Là, 1er janvier 2025, parlons d'un cas concret. On a des personnes. Nous, ce qu'on avait demandé, c'était que ça s'applique aux nouveaux baux au 1er janvier 2025. Quand vous avez des baux qui sont en tacite reconduction, oui, en fait, bail qui a été signé comme on rappelle le contexte, 1er janvier 2025, on ne peut plus louer un appartement classé G.
Alors que déjà... Au-delà de ça, un locataire peut réclamer des travaux d'amélioration de son habitat. Exactement. Exactement. Il viendra voir M. Casalati pour un petit prêt... Oui, mais on est dans un secteur un peu compliqué. Non, on accompagne. Oui, vous accompagnez la rénovation. Très spécifiques, liés à la rénovation d'énergie. On a des crédits à impact qui permettent de bénéficier, une fois que le DPE a été amélioré, de pouvoir bénéficier d'un bonus sur le taux, ce qui est plutôt positif. On travaille en partenariat, nous, avec Cosenergie, qui s'occupe de tout, de A à Z, pour la rénovation aussi, qui propose donc des solutions. Et c'est très bien. Et donc, je pense qu'on est obligé, nous aussi, d'être dans la boucle au niveau de la rénovation et de participer à cette rénovation du parc immobilier. Après, il la faut. Mais on est tous certains qu'il la faut, cette rénovation du parc. Sauf qu'à un moment donné, en face, en fait, on a des humains. On a des personnes physiques qui ont autant de difficultés qu'un propriétaire, qu'un locataire. Quand je parle des rééquilibrages, que vous soyez propriétaire ou locataire, un décès, un divorce, avoir besoin vite de pouvoir vendre parce que vous avez besoin d'argent pour permettre à votre enfant d'aller étudier dans une autre ville. Aujourd'hui, cette flexibilité, à force de vouloir protéger et surprotéger, on bloque. Mais on a figé le marché. Bien sûr, moi je le vois, je suis à l'agence, je reçois une personne qui vous dit j'ai des difficultés à me loger parce que j'ai plus de 65 ans alors que j'ai tant de retraite, mais les propriétaires ont peur que je parte pas. En fait, on a mis tellement de normes que ces normes bloquent un marché qui ne demande qu'à pouvoir s'emballer. Sur l'existant, c'est sûr, voilà, c'est compliqué. On avait un petit espoir avec le neuf, avec les nouveaux quartiers, etc. Mais le neuf bloqué à cause un peu de la crise en Ukraine et des problèmes de matériaux. Surtout d'un dispositif Pinel. Et ce que j'allais vous dire, du Pinel qui s'est arrêté net et qui a été remplacé par rien du tout. Donc on n'arrive plus non plus à ça. On a un peu figé le marché du neuf aujourd'hui. C'est un peu ce qui est quand même dommage. Alors qu'on avait besoin de cette offre, on avait besoin de ce système d'investissement, il faut une incitation fiscale. Et le Pinel en était une, et sans me tromper, la Cour des comptes avait estimé que c'était pas un mauvais dispositif et qu'il rapportait plus qu'il coûtait. Quand c'est la problématique de loger nos actifs et d'attirer dans nos entreprises... Oui, surtout sur des nouveaux quartiers comme on a pu faire. Pierre Hippolito, le président de l'UPE 06, le dit assez souvent. Et bien sûr qu'on a besoin de logements. On ne construit pas assez. Le déficit foncier, le déficit d'offres qu'on a, on l'a là-dessus. Et aujourd'hui, donc on parlait d'un statut fiscal du bailleur privé, c'est important. Donc on l'attend sur 2026. On a une ministre qui travaille et bravo elle parce que c'est pas évident. On l'attend sur 2026. Tout prend un temps. C'est pour ça qu'on dit que vous savez l'élargissement du dispositif de Normandie, qui est un dispositif fiscal qui est juste concerné sur l'ancien pour la rénovation, notamment pour la rénovation énergétique parce qu'il fallait faire des très gros travaux. Pourquoi l'avoir juste limité à Valoris et Grasse ? On a besoin de tout ça. La PL accession, c'est une bonne idée. La déduction des intérêts d'emprunt, même si c'est que pour les primo-accédants, par exemple, ou sur la première acquisition. Il y a plein de choses à faire. En fait, il y a plein de choses à faire quand on écoute les professionnels. Oui, il y a des solutions. Et je voulais demander aux banquiers, à M. Casalati, au niveau du neuf, est-ce que vous financez encore des opérations de promotion immobilière du type BRS, le bail réel solidaire, qui permet d'abord, on n'a jamais cessé d'accompagner, nous, nos clients professionnels de l'immobilier, que ce soit des marchands de biens, des promoteurs, des lotisseurs. On les a toujours accompagnés et on continuera à les accompagner. Donc oui, on est sollicité, oui, on leur fait des financements. Alors après qu'il y ait une baisse des financements, c'est ce qu'on vient d'expliquer et on le constate de notre côté aussi. On fait également le financement, pour vous répondre, du bail réel solidaire. Et en B2B et en B2C, c'est-à-dire qu'on est à la fois en amont, en aidant soit les opérateurs privés, soit les bailleurs sociaux avec qui nous travaillons pour pouvoir faire ces financements-là, mais on finance également les acquéreurs. Chose importante, c'est-à-dire que nous aussi, on veut participer, comme quelques établissements aujourd'hui, à pouvoir faire du bail réel solidaire et à financer ces acquéreurs qui vont avoir la capacité et l'opportunité d'acheter dans du neuf à un prix quand même aux alentours de moins 30, moins 35%. Alors certes, c'est un peu compliqué, mais ils n'achètent pas le foncier, ils achètent que le bien. Mais en tout cas, c'est pas à fond perdu, ils deviennent propriétaires. Et je pense que c'est une première marche qu'il faut faire, et ça, on veut les aider. Donc oui, on finance nos professionnels, et oui, on finance également les acquéreurs pour le BRS.
Oui, voilà, le bailleur réel solidaire, c'est une opération où on ne porte, enfin, l'acquéreur ne va pas porter le foncier qui est porté par un organisme extérieur. Donc on achète les murs, mais on achète quand même. Oui, mais on achète quand même. Évidemment, il y a un tableau de source de revenus. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas fonds perdu. Non, mais non, pas du tout. Donc c'est Moi, intéressant. je pars toujours du principe que la PSLA aussi, excusez-moi, la PSLA. Oui. Donc on peut la location-accession, on reste. Oui. On paye un loyer pendant 2 ans et après on voit si on transforme en acquisition. Et après on transforme éventuellement en acquisition. C'est un dispositif que nous travaillons aussi et sur lequel nous allons également. Est-ce qu'on n'est pas un peu en retard sur la Côte d'Azur? Parce que ça fait un petit moment que ça existe. On est en retard, c'est compliqué de dire qu'on est en retard. C'est pas votre faute. Non, c'est pas une question de faute, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, vous avez des communes qui vont demander à certains promoteurs ou autres de plutôt construire dans ce sens ou dans l'autre sens. Sous-entendu, est-ce que je veux faire du locatif social ou est-ce que je veux faire de l'accession sociale? Et nos professionnels de l'immobilier s'adaptent en fonction des besoins des communes. Est-ce que bien évidemment les maires vont leur demander? Alors après, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste. C'est politique, parce que là, 2026, c'est demain. Oui. On sait que c'est année électorale, donc on sait aussi que ça va être compliqué. Je pense qu'il y a à revoir aussi le prix de la construction du logement neuf. On a une loi SRU qui demande 25% de logements sociaux. On a besoin de logements sociaux. Mais c'est compliqué pour les communes d'arriver à ces chiffres par rapport à la tension foncière qu'il y a sur le secteur. Tension foncière et les habitants aussi. Personne n'a envie. Et puis un promoteur demain... Oui, mais les habitants, en fait, aujourd'hui, tout le monde veut pouvoir se loger. On veut avoir des prix de l'immobilier qui baissent. Et quand il y a un programme neuf aujourd'hui, on va demander 30% de logements sociaux. Oui, c'est une réalité. À vendre à 2 500 € aux bailleurs sociaux. C'est compliqué aussi de demander pour le neuf, je ne suis pas spécialiste du neuf, mais c'est de dire à un moment donné, il faut que le prix du neuf baisse. Et le prix du neuf, il baisse comment à un moment donné? Un foncier qui est rare, un foncier qui est cher, 30% de logements sociaux à 2 500 € du mètre carré. Guerre en Ukraine, des coûts de matériaux qui ont explosé. Oui, c'est l'acquéreur final sur le privé de l'opération qui va supporter la charge. Oui. Bon, d'accord. Et on se dit pourquoi il y a un écroulement, une baisse des ventes dans le neuf et pourquoi il y a un manque d'intérêt sur l'investissement locatif. Nous, on le voit, vous savez, aujourd'hui, autant en transaction, on représente 70% du marché. En administration de biens, aujourd'hui, on a entre 32 et 35%. Pas que les gens ne viennent pas nous voir, c'est que finalement on est le bras, pas le bras armé, mais le bras pédagogique du législateur. C'est nous qui expliquons ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Vous arrivez sur une villa niçoise où il y a 3 logements, il y a un compteur électrique pour 3 logements, nous on ne prend pas, on dit attention, il va falloir faire des travaux, attention, le garde-corps il n'est pas réglementaire, attention, là vous êtes en E, en F, en G, il va falloir prévoir de faire ceci, cela. Et comme on est dans une tension locative, les personnes se disent... Il commence à m'embêter avec toutes les normes qu'il est en train de m'expliquer, là, l'agent immobilier. On va passer tranquillement de particulier à particulier, et c'est ce que j'appelle une zone grise. Et c'est ce que je disais encore l'autre fois, et on a de la chance dans notre département parce qu'on peut communiquer. On a été reçu à la FNIM par Anthony Boré la dernière fois, on parlait du permis de louer. Ça nous permet de pouvoir communiquer, de pouvoir se dire les choses réellement, de dire le problème c'est que vous croyez qu'un demain... Si vous voulez mettre un permis de louer dans certains secteurs, vous croyez qu'un marchand de sommeil, il va appeler la mairie pour demander comment va fonctionner le permis de louer. Et ça risque plus de bloquer certaines personnes qui se disent le problème c'est que je passe par un professionnel. Lui c'est comme ça, comme ça, comme ça, c'est très clair. Il faut que tout rentre bien dans les cases et respect des normes, respect des règles, ce qui est logique. On a une garantie professionnelle, une responsabilité civile, une carte G, carte gestion. Donc c'est la sécurité pour nos bailleurs, aussi pour nos locataires, mais à un moment donné, dans une tension locative comme on la connaît, c'est plus compliqué. Et tension locative aussi un petit peu accentuée avec les plateformes de location, parce que région attractive, donc rentabilité plus rapide. Est-ce que ça n'a pas un peu aussi tué le marché de l'acquisition derrière? Moi, c'est pas les plateformes, c'est qu'en fait, le législateur a laissé s'engouffrer dans un système qui fait que les plateformes, plateformes comme propriétaires, vous savez, quand vous faites 2 colonnes et que fiscalement c'est plus intéressant de louer en saisonnier qu'en longue durée, quand vous faites que la loi climat ne s'applique pas sur le saisonnier,
Quand vous faites que l'encadrement des loyers, le permis de louer ne s'applique pas sur un système plutôt qu'un autre, on a ouvert une brèche. Ce qu'on demande, c'est simplement un rééquilibrage. On est une ville touristique, on a besoin du saisonnier. Mais il faut simplement qu'il y ait un rééquilibrage qui nous permette d'avoir un marché locatif qui puisse loger nos actifs. Et je pense que tous les politiques, tous les professionnels en ont conscience. En tant que notaire, est-ce que vous pensez qu'il y a un cadre à ajouter, vous qui connaissez bien le droit? La crise du logement, elle est vraiment très ancienne et finalement, les normes sur lesquelles on est aujourd'hui, elles sont nées après les crises de 70, donc elles ont à peu près l'âge de vos intervenants, Agnès. Mais donc, il y a peut-être, sans doute, beaucoup de nouveautés à mettre là-dedans, ou en tout cas à réfléchir autrement, parce qu'au-delà de ça, la réalité, je dirais, de la mauvaise qualité du bâti sera aussi un problème. Donc, il faut aussi en prendre soin. À l'évidence, trop d'encadrement, vous l'avez bien dit, trop d'encadrement, ça peut poser un problème. Et après, c'est du bon sens. On a des propriétaires privés qui n'ont pas forcément pléthore de logements, ils en ont qu'un, ils en ont deux, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. S'ils veulent transmettre dans des bonnes conditions, vous l'avez souligné rapidement. On a aussi un peu une nouvelle génération moins respectueuse des choses, c'est une réalité. On récupère parfois des biens qui nécessitent des travaux de réaménagement complets. On a une rentabilité qui est faible. On s'interroge sur la meilleure solution possible. Et on n'a pas vocation à se compliquer la vie. Donc si en effet les normes sont plus simples et si c'est plus rentable, on va forcément aller vers ça. On choisit toujours la facilité alliée à la rentabilité. On peut le reprocher à personne. Alors après, à nous, aux professionnels, en effet, de surveiller, d'expliquer, de ne pas laisser la brèche à de la malhonnêteté à ce niveau-là. Il y a un équilibre qui est sans doute très difficile à trouver là-dessus. La surprotection du locataire, c'est aussi une réalité. Il n'y a pas de polémique particulière à avoir là-dessus. Elle est nécessaire pour une certaine partie de la population, mais elle a un aspect qui vicie le marché, en quelque sorte, et qui fait qu'en effet, on peut en avoir marre. On ne parle même pas des squats à ce niveau-là, ce n'est pas le sujet, mais des difficultés et de rentabilité et d'occupation d'un locataire. Donc, le propriétaire privé, le bon père de famille, comme on disait avant, il a un arbitrage à faire, il a évolué avec le temps, et finalement, il change comme tout le monde, quand il ne vend pas directement par abandon et par lassitude, ce qui est un phénomène qu'on perçoit également. Et donc, il va choisir la solution la meilleure pour lui. Et pas forcément celle qui va porter une amélioration du marché de l'habitat. Donc, il faudrait un petit peu alléger la norme. Oui, il faut alléger. Ou l'équilibrer. Il faut l'équilibre. Trouver un équilibre. C'est ce qu'essaye de faire Anaïk Lemeur, c'est ce qu'essaye, soutenu par notre sénateur Dominique Sassone-Estrosi. Effectivement, c'est pour ça que j'insiste dessus, mais on a la chance dans notre département d'avoir des politiques qui connaissent le logement, autant social que le privé, parce qu'on a besoin de logement social. Et il y a, j'en profite, aujourd'hui, notre problématique aussi, c'est de loger nos étudiants. Oui. C'est une vraie problématique qu'on connaît tous, puisqu'on s'appelle tous, je le vois moi, entre Nice et Paris, est-ce que tu arrives à me trouver un appartement pour ma nièce, mon fils, qui vont faire des études? Et c'est très très compliqué, et là on parle de personnes qui ont les moyens de pouvoir les loger, mais effectivement, le président de la République a parlé peu du logement pendant son discours, mais effectivement il a fait cette allusion sur les étudiants, et il y a d'ailleurs une commission qui est menée au niveau du Sénat sur ce sujet. Il y a une grosse opération de promotion qui se fait sur Sophia Antipolis pour loger justement les actifs et les étudiants, parce qu'ils ont beaucoup d'écoles là-bas. Donc peut-être que déjà ça va essayer. Non, mais c'est peut-être des prêts. Alors je sais, peut-être des prêts sur les étudiants, peut-être de pouvoir les aider un peu plus. Mais c'est compliqué quand il n'y a pas les parents derrière et qu'ils habitent pas chez les parents. C'est très complexe. À Paris, il y a des étudiants qui sont obligés, et pas que à Paris, de refuser leur première année d'études qu'ils avaient prévues parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement. C'est arrivé aussi aujourd'hui. Voilà. Donc le logement, c'est vraiment une nécessité pour tous, et socialement, on ne peut pas se passer d'avoir un toit. Bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci messieurs pour cet échange fort enrichissant. Il y a encore beaucoup de boulot. On a fait quelques appels politiques pour pouvoir essayer d'enrayer le phénomène. Je vous propose à présent de vous emmener à Cannes pour faire un petit point en ce temps de festival de Cannes et de paillettes dans la ville qui vit au rythme du Festival international du film. Un petit focus sur le marché cannois.
Et c'est Géraldine Mouvet de l'agence Orpi Cannes qui nous emmène voir ce qui se vend et s'achète sur le marché cannois. Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler des tendances du marché immobilier sur Cannes, puisque c'est un marché qui reste très dynamique. En effet, on peut constater une légère hausse des prix de l'ordre de 2 à 3% depuis le début de l'année, en fonction évidemment des biens et des secteurs, et toujours une demande forte internationale, notamment pour les biens de prestige. Vous l'aurez donc compris, l'attractivité de Cannes ne se dément pas, notamment pour le bien-être et la qualité de vie que l'on trouve sur Cannes, avec des espaces verts tels que celui où nous sommes aujourd'hui, de nombreux événements tout au long de l'année qui amènent de l'activité sur la commune et également une offre immobilière très diversifiée puisqu'on va pouvoir trouver des biens de prestige, des toits terrasses, des villas avec des vues à couper le souffle dans les quartiers de la Croisette et de la Californie, et puis des biens plus accessibles dans les quartiers de Carnot, du Petit Joas et d'Oxford, qui va permettre de répondre à la forte demande des investisseurs, mais aussi à la demande de la population locale. Le prix médian est d'environ 6 900 € par mètre carré, tout bien confondu, mais il peut grimper à plus de 15 000, voire 20 000 € du mètre carré pour les biens les plus prestigieux. Au sein de nos agences Orpi, épaulées par la FNAIM, vous l'aurez compris, tous les jours, on a plaisir de traiter des projets variés, avec toutefois des acquéreurs qui sont de plus en plus exigeants et surtout attentifs et prudents, avec une très forte demande sur les extérieurs. Le marché de Cannes pour l'immobilier est donc une valeur sûre pour investir, avec de belles opportunités à faire sur des quartiers en développement. William, est-ce que vous voulez réagir sur le prix de l'immobilier, 6 000 € de mètre carré sur Cannes, voire 20 000, je pense, sur la Croisette et la Californie? Je crois que notre consoeur a été très précise dans tout ce qu'elle a dit, effectivement. Une forte demande sur les petites surfaces, aussi pour de la location touristique, d'investissement location touristique, et une recherche qui est entre 400 et 800 000 € pour le plus gros de la demande. Oui. Voilà. Mais après, elle a été très précise. Donc, sur Cannes, ils ont aussi bravo. les mêmes problématiques que nous, des logements très attractifs sur les sites emblématiques et difficile de jauger leurs actifs et leurs étudiants aussi. Nous quittons Cannes à présent, mais je ne vous relâche pas tout de suite. Je vous propose, messieurs, de répondre à un petit jeu de questions-réponses avec des Niçoises et des Niçois que nous avons interrogés. Avec une première question en images. J'ai une question à poser au notaire, savoir si un jour les frais de notaire dans l'ancien et le neuf seront identiques. Alors, il y a une différence, docteur, maître. Je n'ai pas de boule divinatoire, mais je pense que c'est assez peu probable. Le neuf est toujours soutenu au maximum, et là, c'est la perception, je dirais, du consommateur, de l'acheteur final. C'est vrai qu'acheter un bien dans le neuf, ça va coûter 2 à 3% du prix, là où dans l'ancien, ça va coûter 7 à 8%. Il y a toujours cette volonté de soutenir. En fait, c'est sur l'impôt que ça se joue, d'accord ? Dans tous les cas, l'acheteur d'un bien immobilier, il va payer la taxe de publicité foncière, l'enregistrement de son bien au service des hypothèques. J'insiste dessus parce que c'est quand même la grande force du droit français et qu'en opposition au droit anglo-saxon, on est très attaché à ça, nous notaires. On protège nos acquéreurs, on garantit la vente sur la base du fichier hypothécaire. Donc ça, quoi qu'il arrive, qu'on achète du neuf ou de l'ancien, ce sera garanti. Après, il ne faut pas s'inquiéter non plus. S'il y a moins d'impôts à payer par l'acheteur en neuf, c'est aussi parce qu'il y a une grande partie d'impôt qui est payée pour le coup par le vendeur sur la base de la TVA, qui n'est pas le même impôt pour le coup. Alors, est-ce qu'un jour on va réunir les deux ? Je pense que c'est peu probable. On verra. Je ne pense pas. Une autre question, Philippe, s'il te plaît. Pour l'agent immobilier, à savoir comment sont calculés les frais d'agence. Ah, le mystère des frais d'agence de l'agent immobilier. Alors les frais d'agence, ils sont libres, hein, ils sont affichés, ils sont dans nos vitrines, ils sont sur nos sites internet. Après, tout dépend des prestations. Hein. Généralement, ça va entre 4 et 7%, mais encore, tout dépend de ce qui est proposé. Et ça, c'est vu en amont. Il y a beaucoup de travail qu'on a évoqué pendant tout au long de cette émission, qui est fait, qui est un travail invisible. L'agent immobilier est payé au résultat. Je dirais que ce qui coûte cher, c'est pas l'agence. Ce qui coûte cher, c'est de se passer de l'expertise d'une agence immobilière, parce que les honoraires vont refléter la valeur d'un accompagnement professionnel, sécurisé
et dans le respect de toutes les règles. C'est pas simplement une mise en relation. Et c'est important, et le conseil que je peux te donner, c'est de passer par l'agent immobilier de son quartier, parce que en dehors de la data, il connaît son marché et il vit dans ce quartier, donc c'est le plus à même à vous renseigner. Et effectivement, plus les choses sont prises en amont, notamment avec les professionnels, que sont le notaire, le banquier, et plus le projet pourra aller au bout dans de bonnes conditions. Oui, on paye aussi la responsabilité que vous prenez avec les conseils. On a une garantie financière et une responsabilité civile professionnelle. Une dernière question. Je pense que je pourrais poser une question aux banquiers, à savoir au niveau des taux, est-ce qu'ils vont bientôt baisser pour pouvoir éventuellement espérer acheter sur la Côte d'Azur? Alors, sortez votre boule de cristal. Oui, je vais sortir ma boule de cristal, mais je vais d'abord vous répondre. Alors, pas sur les taux, juste sur le questionnement, est-ce qu'on peut encore acheter en Côte d'Azur? Oui, parce que je pense qu'on ne serait pas là, tous les trois. Donc oui, on achète encore en Côte d'Azur. Parce que concernant la Caisse d'épargne Côte d'Azur, on a accompagné plus de 5000 financements et projets l'année dernière, en 2024. Donc on a permis à des acquéreurs de pouvoir acheter, bien évidemment. Si je fais un point entre fin avril 2025 et fin avril 2024, nous on note plus de 35% de demandes de financement. Aujourd'hui, ce qui est plutôt positif, parce qu'il y a une petite baisse des taux. Alors, il y a eu une légère baisse des taux, effectivement. Pour autant, plus 35% entre avril 2025 et avril 2024, c'est quand même relativement important. Concernant les taux, j'ai pas de boule de cristal, effectivement. Puis, il vous aura pas échappé qu'on est dans un contexte un petit peu macroéconomique mondial un peu compliqué. Donc, je vais avoir du mal à vous répondre quels seront les taux demain et quelles vont être les politiques des différentes banques centrales, européennes, américaines, etc. Donc c'est un peu compliqué. Pour autant, on a connu des taux qui sont montés il y a 18-24 mois à plus de 4,50 sur 25 ans. On est redescendu là, du 2,90, 2,95 en début d'année. Et ça se stabilise, et j'insiste sur stabilise aujourd'hui, plutôt aux alentours de 3,25, 3,30. Ce qui fait d'ailleurs que je pense que ça a déclenché chez les gens un petit peu l'idée de se dire c'est peut-être le moment d'y aller, on va se lancer, et en tout cas on va interroger notre banquier pour savoir sur quel projet on peut se positionner. Donc moi je reste plutôt optimiste. Les taux sont ce qu'ils sont. On l'a évoqué tout à l'heure. De toute façon, un taux aujourd'hui aux alentours de 3%, c'est bien inférieur à ce qu'on a pu connaître il y a une dizaine d'années en arrière, et les gens ont tendance à l'oublier. Ça doit permettre aux gens de pouvoir se positionner. Donc, je tentais de vous dire, allez-y, il faut se lancer. Je vais lui dire. J'ai les numéros de tous les trois. Merci messieurs pour votre participation à cette émission, que vous pourrez voir et revoir sur notre site internet, sur la page Facebook du groupe Nice Matin et sur nos chaînes YouTube. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini à la réalisation de cette émission. Merci à Anthony Foucard pour la création. Merci à la FNAIM Côte d'Azur pour le partenariat afin de réaliser cette émission. Et je vous dis à bientôt.